Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un peu de l'histoire du vinyle puisque en vrai ça m'intéressait beaucoup de parler de l'histoire du vinyle. On va dire que le vinyle bien sûr revient à la mode et on sait pas forcément d'où ça vient, comment c'est arrivé là, comment c'est arrivé entre nos mains, pourquoi il y a un tel engouement autour du vinyle. Et du coup, on commence tout de suite. C'est parti. Tout débute au début du XXe siècle avec les disques 78 tours. Oui, il y avait des disques. Les premiers disques c'était des 78 tours, donc on dit que c'est l'ancêtre du vinyle. Donc ces disques là étaient à monosillon, je sais pas trop comment définir ça, je sais pas vraiment. Si vous regardez attentivement sur votre galette, vous pouvez voir des micro rayures à l'intérieur et avant du coup c'était des monosillons. Donc avant c'était des monosillons et les galettes faisaient environ 25 ou 30 cm de diamètre et il y avait un seul morceau par face de 3 à 5 minutes. Donc voilà, c'était très peu, il n'y avait pas beaucoup d'enregistrement dessus. Alors la matière qui était utilisée pour fabriquer ces 78 tours n'était pas du tout comme la matière qu'on utilise aujourd'hui pour produire des vinyles. Avant, ils étaient faits en shellac. Je sais pas si ça se prononce comme ça. La shellac, c'est quoi? C'est de la résine d'origine animale qui était sécrétée par un insecte. Et avec, ils rajoutaient de la cire, du coton et de l'ardoise. Et en fait, ils ont dû changer la façon dont étaient produites ces galettes-là, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une disparition des petits insectes. Du coup, ils ont dû trouver une autre solution. Et c'est là qu'ils ont trouvé comme solution, c'était de produire des galettes avec du polychlorure de vinyle, je crois que ça se dit comme ça, ou du PVC, donc ce qu'on utilise plus aujourd'hui. Du coup, les 78 tours, ils vont commencer à disparaître au début des années 50. Ils vont être remplacés par les galettes à micro-sillons. En 1946, il y a les premières platines modernes qui sont adaptées à l'invention du micro-sillon et tout ça a été fabriqué aux États-Unis par la firme Columbia. Du coup, il s'écoule 2 ans pour que les premiers disques soient commercialisés, donc en 1948. Et les premiers artistes qui étaient enregistrés sur ces premiers disques-là étaient Mendelssohn et Tchaïkovski, j'espère que je le dis bien, oui. Donc les micro-sillons avaient une supériorité acoustique et technique comparée aux 78 tours et ça va devenir du coup un argument commercial. Donc les grains de ces galettes seront beaucoup plus fins, beaucoup plus étroits et beaucoup plus rapprochés et l'utilisation du coup de cette matière là va permettre une meilleure qualité de reproduction sonore, donc ça va diminuer, réduire les bruits de fond, augmenter la bande passante, augmenter la dynamique, la durée d'enregistrement et du coup ça passe de 5 minutes à 30 minutes d'enregistrement, ce qui fait une énorme différence d'enregistrement, on va pas se le cacher. Du coup tout ça pour les 30 c'est pas possible. Tout ça du coup va faire naître le 33 tours. Du coup cela va faire naître le 33 tours. C'est comme ça que les premiers 33 tours vont apparaître. Il existe du coup différents formats de galettes. Donc la plus classique que tout le monde connaît, ça sera le 33 tours qui fait un diamètre de 30 cm. Dans les 33 tours, il y a des galettes un peu plus rares qui font, elles, le 25 cm de diamètre, surtout vers la fin des années 50 et début 60. Par exemple, les artistes qui ont été enregistrés sur ce type de galettes sont Elvis Presley et Serge Gainsbourg. Mais aussi, aujourd'hui, il y a encore quelques 33 tours qui font 25
25 cm de diamètre avec tout ce qui est réédition et édition limitée. Donc les 33 tours sont appelés les LP, puisque LP ça signifie long play, donc ça veut dire une écoute plus longue. Du coup un LP peut faire de 20 à 30 minutes par face. Ensuite, le deuxième plus connu de format, ça sera les 45 tours, donc ceux-là seront beaucoup plus petits, feront 17 cm de diamètre. Ils vont contenir une chanson, voire deux par face, et ça sera les ancêtres du CD de titres qu'on appellera les singles. Mais aussi il y a des 45 tours à 4 titres qu'on va appeler des EP, donc extend play, oui, je crois qu'on dit comme ça. Hein. Nan, tu es trop bête, ça se dit pas comme ça, on dit comme ça. Extended. Ça veut dire que c'était plus long qu'un single, mais plus court qu'un album. Et les EP étaient beaucoup utilisés pour enregistrer du rock'n'roll et des œuvres classiques. Il y a eu aussi les maxi 45 tours, donc eux faisaient 30 cm de diamètre et ils ont été édités vers fin des années 70. Eux ils pouvaient contenir des morceaux plus longs, donc jusqu'à 20 minutes, plus de 20 minutes même. Et ils étaient beaucoup, mais beaucoup utilisés par les disques jockeys et parfois par des radios libres parce que selon eux, c'était beaucoup plus simple d'utilisation et la qualité du son était beaucoup mieux apparemment. Du coup, sur ces versions-là, ce sont que des versions inédites de chansons qui ne figurent pas sur les albums. Et quand elles ont été remixées pour figurer sur des CD, à côté du nom de la musique, vous pouvez avoir soit bonus tracks ou alors B-sides. Ensuite, beaucoup moins connu, mais moi, quand j'ai fait mes recherches, je ne savais même pas que ça existait. Mais autre format, nous avons les 16 tours qui ont eu beaucoup moins de succès et ils étaient surtout utilisés pour être des supports à texte oral. Donc le premier 16 tours à être produit a été en 1957 et il y avait différents diamètres de 16 tours. Donc le premier diamètre c'était un 17 cm qui était plutôt pour les apprentissages linguistiques. Ensuite on avait le 25 cm de diamètre qui était pour les éditions commerciales et ensuite le 30 cm de diamètre pour les longues œuvres littéraires ou même quelques pièces de théâtre. Et cette version là de 16 tours était majoritairement pour les personnes aveugles ou malvoyantes. En France d'ailleurs, l'Union aveugle de guerre a édité plusieurs coffrets de galettes comme ça, où par coffret il y avait soit 6, 8 ou 10 disques et sur chaque face vous aviez 1 heure d'écoute, donc c'est quand même conséquent. Et sur une face vous aviez une étiquette en noir apparemment avec le titre de la chanson qui était écrit en braille. Ça c'est ingénieux et super cool pour ces personnes là. Donc on a vu tous les formats. Donc aux États-Unis entre de 1956 à 1958 les firmes RCA. Ok, pause, je vais vous expliquer un peu ce que c'est la RCA. Donc déjà ça veut dire Radio Corporation of America et du coup c'est une entreprise américaine et elle appartient aujourd'hui à Technicolor et elle est utilisée par Sony Music en tant que label. Et Columbia ont édité des 16 tours mais avec une particularité, c'est que ces 16 tours s'écoutaient seulement en voiture. Donc dans les voitures vous aviez un tourne-disque pour auto qu'on nommait Highway Hi-Fi Phonograph et ça pouvait durer de 40 à 45 minutes par face. C'est beaucoup en vrai. Et oui, du coup ce genre de galette pouvait être écouté que sur le tourne-disque automobile. Genre vous pouviez pas écouter ça sur un autre tourne-disque parce que les sillons étaient 2 fois plus petits, 2 fois plus étroits que sur un LP. Mais il y a eu peu de production parce que déjà il y avait peu de voitures qui contenaient un tourne-disque comme ça dans il y avait peu de personnes qui avaient une voiture avec un tourne-disque à l'intérieur de sa voiture. Du coup il y a eu peu de production de ces disques là et malheureusement c'est parti aux oubliettes. C'est
pas resté longtemps et c'est parti, ça a disparu très rapidement surtout. Donc voilà pour l'explication de tout le vinyle, comment ça a commencé, etc. Comment me diriez-vous le vinyle a eu autant de succès que ça? Et ben le vinyle a eu du succès dans les années 60 grâce à différents types musicaux, comme tout d'abord le rock, la pop et bien sûr le début de la disco. Ça a duré jusque vers les années 80, donc tout le monde achetait ses petits vinyles, etc. Ça avait un gros succès. Mais vers les années 80, il y a quelqu'un d'autre qui pointe son nez. Déjà, c'est l'époque de l'invention un peu des nouvelles technologies, etc. Donc, bien sûr, qui pointe son nez, monsieur le CD, voilà, le CD pointe son nez, va être inventé vers les années 80. Et bien sûr, il va prendre petit à petit la place des vinyles, puisque le CD, on le sait tous, ça a plus d'avantages parce que c'est beaucoup plus petit qu'un 33 tours bien évidemment. Donc il est plus petit, il prend beaucoup moins de place pour le stocker, bah oui, parce que un 33 tours, il faut bien avoir un grand espace pour stocker les 33 tours parce que ça prend beaucoup trop de place. Alors qu'un CD, tu peux le mettre dans un petit coin quelque part. Allez hop, voilà, c'est plié, c'est carré. Vous pouvez le ranger où vous voulez. Bien sûr, avec les nouvelles technologies, etc., le son est de meilleure qualité et les gens apprécient ça. Bien sûr aussi, si vous voulez transporter votre CD, etc., le CD est beaucoup moins fragile et c'est pour ça aussi que les gens adorent le CD. Enfin, vous remplacez petit à petit les CD, les vinyles par des CD. Et bien sûr, pour lancer votre disque, c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas à prendre la pochette, sortir le vinyle, poser sur le tourne-disque, le dépoussiérer un petit peu pour que vous puissiez entendre correctement votre musique. Ensuite, prendre le bras, le poser sur le vinyle. Non, c'est pas comme ça le CD. Le CD, tu prends, tu ouvres ta boîte, tu mets dans le lecteur CD, tu fermes, ça marche tout seul, ça s'active tout seul. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Ça prend beaucoup moins de temps. Et bien sûr, c'est une seule face. Un côté, vous avez tout qui est gravé et tous vos sons, vous fermez votre lecteur CD, vous faites ce que vous avez à faire et vous n'avez pas besoin, après 4 chansons, de devoir changer de face et de recommencer tout le processus pour redémarrer votre vinyle. Mais bien sûr, 10 ans après, donc dans les années 90, encore les nouvelles technologies se développent davantage et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le CD, lui aussi, se fait prendre sa place. Mais par qui, me direz-vous? Par les plateformes internet qui proposent de la musique. Donc par exemple comme Spotify ou YouTube ou alors Deezer ou je sais pas ce que vous voulez, mais toutes ces plateformes là vont prendre la place du CD et lui aussi du coup va disparaître. Déjà faut savoir que dans les années 90, au moment où les CD prenaient la place au vinyle, les disques jockeys eux étaient toujours avaient toujours des platines où ils prenaient des vinyles pour mixer, etc. Donc eux utilisaient toujours ce système là. Mais pourquoi du coup le vinyle revient? Donc déjà il y a plusieurs points. Tout d'abord c'est sur la génération digitale, bien évidemment. Donc la génération digitale a connu du coup plus les plateformes où vous streamez, etc., comme sur Spotify, etc. Du coup, ça fait qu'elle a connu beaucoup la dématérialisation. Et pour eux, le vinyle, c'est quelque chose que quand tu touches, t'as un lien avec l'artiste qui a produit ça. Et en fait, ça procure une sensation que cette génération-là n'a pas forcément connu. Ce qui plaît aux gens aussi, c'est tout le processus d'installation. C'est pas j'appuie sur un bouton, ça lance ma musique. Non, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça, en fait, tout ce qui est processus d'installation plaît beaucoup aux gens. Aussi, bien sûr, bien évidemment, le vintage revient beaucoup à la mode en ce moment. C'est très
très tendance. Et bien sûr, les pochettes d'albums peuvent servir de décoration et ça rend un peu la chose vintage. Je sais pas, ça donne un côté décoratif assez vintage et les gens apprécient fortement ce côté-là. Mais aussi, ça peut être de la transmission, donc des parents aux enfants, par exemple, comme moi. Et quand j'ai découvert ça, je voulais écouter, ça m'intriguait et il m'a fait découvrir un petit peu son époque, si je peux dire comme ça. Et en fait c'est ce qu'on va appeler du coup du patrimoine, donc la transmission parent-enfant, donc ça peut servir aussi de patrimoine. Donc, enfin, il reste deux choses. Il y a aussi la nostalgie d'une époque, et je pense en fait que même si notre génération n'a pas vraiment connu cette époque-là, je sais pas comment dire, mais les années 80 sont racontées comme une époque de rêve, c'était trop bien, etc. Et en fait, en entendant tout ça, je pense que même nous, en voulant écouter des vinyles, etc., même des vinyles qui datent de longtemps, qu'on nous a donnés, etc., ça nous procure une nostalgie d'une époque qu'on n'a même pas connue, mais en fait, à force d'entendre les gens dire du bien de cette époque-là, et ça nous procure de la nostalgie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que ça se traduit plutôt comme ça, cette nostalgie d'époque, et aussi pour bien sûr les personnes qui ont connu cette époque. Et dernier point, la satisfaction d'aller chez un disquaire ou dans une brocante et fouiller comme ça dans les bacs, etc., et de trouver un vinyle rare ou même des éditions limitées. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aviez appris des choses, parce que même moi en faisant cette vidéo j'ai appris quelques trucs que je ne savais point. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'ici si vous êtes encore là, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!